Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour le grand entretien d'ici l'Europe. Cette semaine, nous nous projetons à travers le monde pour parler de cette diplomatie européenne qui se cherche. Oui, nous sommes en compagnie du secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure, un titre ronflant qui en égarerait plus d'un. En clair, c'est le patron des 3500 diplomates qui représentent l'Union européenne à travers le monde. Alors l'Europe sait-elle parler d'une seule voix sur la scène internationale? Sait-elle aussi imposer sa voix face à la cacophonie des capitales européennes? C'est ce que nous allons voir. Pierre Vimont, bonjour. Bonjour. L'Union européenne est en train de former des soldats maliens en espérant qu'ils formeront eux-mêmes une force internationale digne de ce nom. Seront-ils, selon vous, capables, après cette période donc formatrice, de prendre le relais de la France ? C'est tout l'objectif. On trouve aujourd'hui au Mali une armée malienne qui a besoin d'être restructurée, réorganisée, reformée en quelque sorte. Et c'est l'Union européenne qui a été chargée de le faire. Elle le fait sur la partie des troupes qui sont un peu la partie des troupes d'élite. Elle ne reformera pas toute l'armée malienne. Elle aidera à la réorganisation, à la restructuration de l'armée malienne. Elle aidera les autorités du Mali à redonner un sens national à cette armée. Donc, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine, bien évidemment, mais c'est un travail tout à fait indispensable. La France a été très seule sur cette intervention malienne. L'ancien Premier ministre français Alain Juppé a même dit que l'Europe avait été nulle sur ce dossier. Vous lui répondez quoi ? Je dis chacun a fait ce qu'il avait à faire. Croire que l'Union européenne, actuellement, dans l'état où se trouve la défense européenne, était capable de mettre en place des troupes comme l'ont fait les Français en 48 heures pour répondre à l'attaque des rebelles, c'est presque ridicule de penser ça. Nous ne sommes pas encore prêts à ça. Nous n'avons pas encore d'armée européenne. Ça viendra peut-être un jour. Mais l'intégration de l'Europe au niveau de la défense et de la sécurité n'est pas arrivée à ce point-là. Donc on est au contraire dans un système où la complémentarité joue, et c'est ça moi que je trouve très intéressant. Il n'y a pas eu vraiment de complémentarité, c'était la France seule. Tout à fait, au contraire, et c'est là où je voudrais insister sur ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Les Français sont intervenus en effet tout de suite avec les forces françaises stationnées au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils étaient les seuls à avoir ces troupes disponible rapidement. Mais tout de suite après et derrière, l'Union européenne est intervenue, d'abord pour soutenir logistiquement et financièrement la force africaine, ensuite pour mettre en place cette mission de formation, ensuite pour jouer sur le plan politique, pour amener les Tchadiens à présenter leur feuille de route, c'est-à-dire ce qui va créer le processus électoral et le dialogue national, ensuite pour commencer l'aide économique et le développement, aider au développement économique de ce pays. Donc au contraire, on est là dans le cas typique où la politique étrangère européenne vient en complément, en renfort de ce que font les États membres, et c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Et donc je trouve que non, l'Europe n'a pas été nulle, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Alors autre cas d'école, justement, parlons de la Syrie où le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Clairement, aucun consensus ne se dégage, par exemple, sur la livraison d'armes à l'opposition syrienne. La France était favorable, est revenue sur ses positions. Vous, au service extérieur, est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas aider l'opposition syrienne sans armer des djihadistes ? Non, nous on pense deux choses. La première, et c'est la plus importante, et on ne cessera de le répéter, c'est qu'il n'y a de solution en Syrie que politique, et que donc il faut être cohérent avec nous-mêmes et faire tous nos efforts pour essayer de trouver une solution politique à ce drame qu'on est en train de vivre. Pour une raison très simple, c'est que la situation humanitaire est en train d'échapper au contrôle de tous. C'est ce que nous disent les agences des Nations Unies, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Une équipe du service d'action extérieure était encore hier au Liban et est revenue en nous disant que les réfugiés syriens au Liban vivent dans des conditions déplorables. Donc ça veut dire une solution politique, ça veut dire qu'il faut faire tous les efforts
d'accord là-dessus. La deuxième chose, c'est que oui, au contraire, nous aidons, il faut aider l'opposition syrienne et lui donner les moyens de se protéger d'abord, et c'est ce que nous avons fait, et nous avons mis de la flexibilité, nous avons donné plus de flexibilité pour aider l'armée libre syrienne, pour aider la coalition syrienne avec la possibilité d'assistance technique. Le problème... De se protéger seulement en attendant. De se protéger et même éventuellement de prendre l'offensive s'ils veulent. La question qui se pose et qui est une question très délicate et qui est un débat, je dirais, légitime, respectable, honorable, mais très difficile. C'est est-ce qu'il faut aller encore plus loin et décider de lever l'embargo sur les armes qui existe actuellement en Europe et donc d'aller livrer des armes à la Syrie. Quand vous voyez que même le président français qui soutient cette idée dit qu'il faut réfléchir quand même avant d'aller dans ce sens, vous voyez bien que c'est un débat difficile. Est-on sûr de savoir où ces armes vont aller? Est-on sûr surtout que les livraisons d'armes, c'est la manière d'arrêter les combats et d'arrêter cette crise le plus vite possible? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens peut-être aussi qu'il faut tenter? On me dit, vous êtes très naïf, c'est plus possible aujourd'hui, la solution politique est abandonnée. Un certain nombre de parties prenantes à ce conflit ont tout fait pour empêcher tout effort de paix. Et il faut en être conscient aussi. Vous en parliez à l'instant, le drame humanitaire, 1 300 000 réfugiés qui pour la plupart sont justement au Liban, en Jordanie ou même en Turquie. Mais que fait l'Union européenne pour ces réfugiés ? C'est elle qui fait le plus actuellement dans le monde. C'est elle qui a mis le plus... Pas. Ah non, attendez, c'est elle qui fait le plus actuellement parce que c'est elle qui a mis plus de 500 millions d'euros, c'est-à-dire les sommes les plus importantes à l'heure actuelle. C'est elle qui continue à essayer de faire encore plus en essayant de trouver à travers tous les canaux possibles les moyens d'apporter de l'aide civile, de l'eau, de l'électricité et d'autres moyens encore aux populations sur place, en Syrie même, pour essayer de les aider. C'est très compliqué, mais nous sommes en train d'essayer de le faire. Le problème n'est pas là. Le problème est que maintenant, c'est en train de déborder de toutes parts. Et en effet, d'atteindre maintenant la stabilité du Liban, la stabilité de la Jordanie, et peut-être d'autres pays encore. Regardez l'Irak aussi, ce qui s'y passe actuellement. Et donc, c'est un problème qui, pour nous tous, aujourd'hui, pose une question beaucoup plus politique encore. Alors, allons sur un autre terrain où Catherine Ashton est d'ailleurs très présente, celui glissant des Balkans, en l'occurrence avec des négociations très compliquées entre la Serbie et le Kosovo. Alors, on sait que Belgrade refuse de reconnaître l'indépendance du Kosovo depuis 2008, mais à l'intérieur même de l'Union européenne, 5 pays ne le reconnaissent pas non plus, le Kosovo. Est-ce que c'est encore une manifestation d'une dissonance européenne? Est-ce qu'on s'est parlé d'une seule voix sur ce dossier? Non, je ne pense pas. Le fait qu'on ait pu justement, et que Cathy Ashton, au nom des 27, ait pu mener ce dialogue et ce rôle un peu de médiation entre les deux parties, montre que les 5 pays qui sont encore sur une position réservée vis-à-vis de la reconnaissance du Kosovo comprennent très bien la nécessité de faire avancer cette négociation. Et donc je pense que le moment venu, je ne veux pas parler en leur nom, mais ils sauront faire les évolutions nécessaires. Alors parlons de la Croatie qui va, toujours dans les Balkans, qui va rejoindre l'Union européenne en juin. La Serbie qui souhaiterait rejoindre l'Union européenne, mais en pleine crise. On a bien l'impression que l'élargissement n'est pas la priorité de l'Union européenne. Alors est-ce que ces promesses qui sont faites à la Serbie ne sont pas un peu un jeu de dupes ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, l'élément révélateur de toute cette discussion et de ces échanges de vues et de ce dialogue entre Belgrade et Pristina, c'est précisément que ces deux pays, et tout particulièrement la Serbie, trouvent un vrai intérêt dans l'adhésion à l'Union européenne. Sinon, pourquoi pensez-vous qu'on a eu tous ces rendez-vous depuis plus de 2 mois? Pourquoi on a avancé comme on a avancé jusqu'à maintenant? Parce
parce que derrière tout cela, il y a la perspective d'un rapport favorable pour commencer les négociations d'adhésion avec la Serbie et pour la Serbie, la perspective d'entrer un jour dans l'Union européenne. C'est en réalité, si vous regardez bien, l'une des armes fondamentales de notre politique étrangère. C'est comme ça que nous avons pu avancer et maintenir la stabilité, la paix et la prospérité aussi, d'ailleurs, sur le continent européen. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé, je suis très frappé par ça, que l'une des raisons principales du prix Nobel de la paix pour l'Union européenne, c'est le travail fantastique qu'elle a fait sur ce continent européen depuis le début, et tout particulièrement depuis la chute du mur de Berlin. Quand vous voyez combien ces pays sortis, ces pays de l'Est, comme on les appelait à l'époque, sont sortis de cette période avec l'économie qu'ils ont aujourd'hui, la stabilité à leurs frontières, la paix et des relations pacifiques avec leurs partenaires avec lesquels souvent ils avaient des différends, y compris des différends frontaliers. Regardez la Slovénie et la Croatie. La Croatie entre aujourd'hui ayant réglé ses problèmes frontaliers avec la Slovénie parce qu'on a dit à la Croatie, vous n'entrerez pas tant que vous n'aurez pas réglé ce problème. L'adhésion, la perspective d'adhésion est une arme fantastique pour faire évoluer tous ces pays dans le bon sens. Parlons armes, mais dans le mauvais sens cette fois-ci. 2 attentats ont ensanglanté le marathon de Boston aux États-Unis, avec beaucoup de victimes civiles. C'était d'ailleurs le but visé. Est-ce que pour vous, l'Europe doit désormais être plus vigilante que jamais pour la sécurité de ses citoyens ? Oui, et d'ailleurs ça a été immédiatement le cas. Vous savez, nous avons développé depuis l'attentat de New York, le 9/11, entre les services de renseignement, les services de police et tous ceux qui sont chargés de la sécurité quotidienne des citoyens en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Nous avons développé des formes de coopération extrêmement fortes et des capacités à se mobiliser quasiment immédiate. Et lorsqu'un attentat de l'importance de Boston se produit, immédiatement, chacun des pays concernés, notamment au sein de l'Union européenne, met en place immédiatement un système d'extrême vigilance. Ça a été le cas en France, comme vous le savez, c'est le cas ailleurs, et la coordination entre les responsables, ici à Bruxelles et dans les capitales, est immédiate. Alors parlons du bilan de la diplomatie européenne. Le service pour l'action extérieure a été long à se mettre en place. La Britannique Catherine Ashton a du mal à s'imposer comme chef de la diplomatie européenne. C'est le sens de la question que veut vous poser notre partenaire, la Fondation Schuman, par le biais de sa directrice générale, Pascale Joannin. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes à la tête du service européen d'action extérieure. À quelques mois de la fin du mandat de la Commission européenne et donc de Mme Ashton, quel bilan tirez-vous du service ? En quoi a-t-il apporté des choses positives par rapport aux objectifs du traité de Lisbonne ? Ou y a-t-il eu des difficultés sur certains dossiers ? Et si oui, lesquels ? Quelles sont ses spécificités ? Et en quoi est-il complémentaire des diplomaties nationales existantes ? Pierre Vimont, est-ce que vous avez l'impression que les capitales européennes ont laissé une chance, une place à la diplomatie européenne pour qu'elle existe, ou vous étiez en concurrence ? Moi, je n'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Et je crois que Mme Ashton non plus. Et je pense qu'à la fin de son mandat, son bilan sera vu, peut-être avec un peu plus de recul, et donc sera vu de manière beaucoup plus positive que tout ce qu'on a entendu depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas concurrence ? Parce qu'on ne fait pas la même chose et qu'il faut comprendre que ce qui est en place, ce n'est pas un service diplomatique européen face à 27 services diplomatiques des États membres. C'est une même entité, un même système où chacun travaille selon ses ressources, ses capacités, ses expertises propres. Et là où on peut parfois, nous, ici à Bruxelles, être plus utiles, tous les États membres sont assez d'accord pour nous laisser nous mettre en avant. Là où nous pensons que nous ne pouvons rien apporter de plus, nous laissons les États membres continuer comme ils le font naturellement, puisqu'ils sont indépendants et souverains. Et c'est cet ensemble et cette complémentarité qui marche. Moi, depuis que je suis à la tête de ce service, sous l'autorité de Cathy Ashton, je n'ai jamais eu le sentiment que nous étions en rivalité ou en conflit. Et je trouve surtout ce qui est très intéressant, c'est que
nos partenaires à l'extérieur de l'Union européenne le comprennent très bien ainsi et n'ont jamais ressenti de rivalité entre les uns et les autres. Ils savent très bien que quand il est plus intéressant pour eux de s'adresser à la France, à l'Allemagne ou à l'Angleterre, ils le font. Quand il est plus intéressant pour eux de venir ici rencontrer les diplomates du service d'action extérieure qui peuvent leur apporter quelque chose, ils le font. Mais alors, en pleine crise économique, avec un budget européen en baisse pour la première fois de son histoire, vous défendez l'utilité de vos 3500 fonctionnaires, 140 ambassades qui travaillent pour le service d'action extérieure ? Oui, parce que d'abord, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui a été transféré d'autres services qui ont transféré en même temps leurs tâches. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, nous ne représentons pas une charge financière considérable. Et je dirais que on le voit aujourd'hui, par exemple, avec ces 140 délégations à travers le monde, les États membres sont très contents d'avoir ces délégations qui jouent le rôle de coordination entre eux. J'étais ambassadeur à Washington il y a quelques années. À Washington, vous avez 27 ambassades des États membres. Ces 27 ambassades sont très contentes d'avoir une délégation de l'Union européenne qui est le point focal où ils se réunissent, pardonnez-moi, où ils se retrouvent régulièrement, où ils peuvent faire le point, essayer de coordonner et de travailler ensemble et de coopérer ensemble. Et par ce biais-là, d'ailleurs, soyons honnêtes, de faire des économies aussi, si c'est possible. Tous ces États membres sont en train d'entrer dans des phases difficiles où il faut couper dans les dépenses budgétaires, couper dans les réseaux diplomatiques. Et beaucoup d'entre eux sont en train de se tourner vers nous pour dire comment est-ce qu'on peut peut-être mieux travailler ensemble. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut réduire la voilure de nos ambassades et faire en sorte que si on ne garde qu'un ambassadeur sur place, il pourra peut-être être logé au sein de l'Union, de la délégation de l'Union européenne et créer ainsi progressivement une sorte de maison de l'Europe dans les pays tiers. C'est donc un travail très progressif, très lent, mais où précisément on essaye de faire des économies, de faire des plus-values ensemble, de faire des économies d'échelle. Donc je trouve que c'est assez positif tout ça. Pierre Vimont, merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et RFI. Merci à vous et à très bientôt sur nos deux antennes. À très bientôt à tous.